Bienvenue sur e-learning physique. On poursuit notre série de 3 vidéos concernant le dipôle électrostatique. J'ai publié une première vidéo qui montrait l'intérêt d'étudier le dipôle électrostatique, quelques exemples d'applications. Voilà, j'ai vu qu'il y avait immédiatement une demande assez importante sur ce sujet-là. Donc on va continuer. Et donc aujourd'hui, on va traiter du dipôle actif, c'est-à-dire qu'en fait, on va calculer le potentiel et le champ créé par un dipôle et on va voir les cartes de champ, les lignes de champ, les équipotentiels, donc dans l'approximation dipolaire. Alors je ne vais pas revenir sur la définition du moment dipolaire créé par un dipôle électrostatique modélisé par un doublet de charge, donc une charge négative portant la charge moins Q, une charge positive portant la charge Q. Les deux sont donc séparés d'une distance L et on va mettre l'origine du repère au milieu. Et on va se placer en coordonnées sphériques. Et donc on va repérer un point M dans l'espace par ces coordonnées sphériques. Donc la distance OM, c'est la distance petit r. L'angle θ qui varie entre 0 et pi. Et puis donc l'angle φ, quand on projette orthogonalement le point M dans le plan horizontal, c'est l'angle φ qui varie entre 0 et 2pi et qui est l'angle par rapport à x. Mais on va voir que tout va se placer dans le plan vertical contenant les points O et M. Donc ce serait OMP, la projection orthogonale de M sur le plan horizontal par des considérations de symétrie. Mais avant ça, donc, il faut qu'on calcule, d'abord peut-être qu'on explique ce que c'est que l'approximation dipolaire. Donc l'approximation dipolaire, c'est le fait de regarder le champ à grande distance devant sa taille, c'est-à-dire qu'en fait la distance d'observation va être choisie très grande devant petit l, la distance entre les deux charges P et N. Donc c'est ça l'approximation dipolaire, il faut que tu le saches, qu'est-ce que ça veut dire. Et en fait on va voir qu'on va pouvoir faire des développements limités avec L sur R très petit devant 1, c'est ce qui va nous servir en fait, ce qui va être à la base mathématiquement de tout ce qu'on va faire dans la suite. Alors, on ne va pas calculer le champ créé par le dipôle directement par un théorème de superposition, on pourrait le faire en additionnant au point M les champs créés par chacune des charges ponctuelles, mais on va passer par l'intermédiaire du potentiel, parce qu'on sait qu'on a un théorème de superposition pour les champs, mais on sait aussi qu'on a un théorème de superposition pour le potentiel électrostatique. Pourquoi? Ça, c'est toujours la linéarité des équations de Maxwell, Maxwell-Gauss, Maxwell-Faraday, divergence de E égale ρ sur epsilon 0, rotationnelle de E égale 0. Les opérateurs divergence et rotationnelle sont des opérateurs linéaires. Alors, donc, le potentiel en M, c'est la somme des potentiels de deux charges ponctuelles, plus Q placé en P, moins Q placé en N. Et donc on utilise directement la formule du potentiel d'une charge ponctuelle que tu dois connaître immédiatement. Q sur 4 pi epsilon 0 R, la distance entre la charge et le point. Donc Q sur 4 pi epsilon 0 PM, moins Q sur 4 pi epsilon 0 NM. Et on peut bien sûr mettre Q sur 4 pi epsilon 0 en facteur. Et donc on a la soustraction de l'inverse des distances. Donc la distance PM et la distance NM. Sachant que petit r, c'est la distance OM dans les coordonnées sphériques. Donc le but pour nous en fait va être de faire un développement limité de ce terme-là. Alors, développement limité, on ne sait pas encore tout à fait à quel ordre en fait en L sur R on veut le faire. On va voir que à l'ordre 1 en L sur R, ça va suffire pour faire ce développement limité. Les termes d'ordre 0 vont se compenser, mais pas les termes d'ordre 1. Donc ça, on va le voir en faisant le développement limité. Donc, il faut que tu saches démarrer le calcul par la superposition des potentiels créés avant donc de te lancer dans le calcul donc des développements limités en L sur R de 1 sur PM moins 1 sur NM. Alors, il y a une petite astuce. Pour développer 1 sur PM, en fait, c'est d'utiliser le carré scalaire pour pouvoir faire une relation de Schall. C'est-à-dire qu'on va considérer que 1 sur PM, c'est la racine du carré scalaire, PM scalaire PM, ce qui va nous permettre par une relation de Schall d'introduire l'origine O du référentiel. Et donc, c'est grâce à ça qu'on va faire intervenir l'angle θ et la distance R en développant ce produit scalaire, ce carré scalaire. Donc, ça va faire PO au carré plus OM au carré, A plus B au carré, A carré plus B carré, plus 2 PO scalaire OM
Et le tout donc à la puissance moins 1,5, hein, puisque c'est 1 sur PM que l'on cherche à développer. Donc 1 sur PM égale donc 1 sur OP. L c'était la distance NM, donc OP c'est la distance L sur 2, donc ça va faire L carré sur 4 plus petit r carré. Alors ici je vais mettre un moins 2 OPOM, donc moins 2, allez on va faire une petite étape supplémentaire, moins 2 OPOM, donc ce produit scalaire c'est la norme de OP fois la norme de OM fois le cosinus de l'angle entre les deux, et visiblement c'est θ. Donc ça va nous donner donc, L carré sur 4 plus R carré moins 2 L sur 2, donc ça c'est norme de OP, norme de OM R, cosinus de θ. Et donc comme on veut faire un développement limité, alors tout ça, oui, à la puissance moins 1,5 bien sûr. Comme on veut faire un développement limité en L sur R, on va mettre en facteur le terme prépondérant pour pouvoir utiliser la formule du binôme. Donc 1 plus epsilon à la puissance alpha, c'est environ égal à 1 plus alpha epsilon plus alpha, alpha moins 1 sur factoriel 2, alpha carré plus etc. Donc tu sais qu'à chaque fois que tu veux utiliser cette formule du binôme, il faut avoir un 1 devant, donc c'est en mettant le terme prépondérant en facteur que tu vas faire apparaître un terme qui est très petit devant 1. Donc ça va nous donner 1 sur PM égale donc R au carré que je sors, R au carré à la puissance moins 1,5, donc ça fait R à la puissance moins 1, 1 sur R, facteur de 1. Donc moins, je vais tout de suite traiter ce terme-là, donc je divise par R au carré moins L sur R cosinus θ plus L carré sur 4 R carré à la puissance moins 1,5. Donc a priori, ce qui va jouer le rôle de notre epsilon, c'est tout ça. Ce qui va jouer le rôle de alpha, c'est tout ça. C'est moins 1,5. Donc ça va être très peu différent de 1 sur R facteur de 1 moins, alors, L sur plus L sur 2R cosinus θ. Et je vais m'arrêter là. Pourquoi? Alors là, c'est un petit peu subtil. C'est parce que le terme suivant, il est en L carré sur R carré. Donc, il est d'ordre 2 en L sur R. Or, si je le gardais dans ma parenthèse en le multipliant par moins 1,5, il y aurait un petit souci. Donc ça, c'est dans la théorie des développements limités. C'est que si je garde des termes en L sur R au carré ici, L carré sur R carré, le problème, c'est que en fait, j'en aurai peut-être quand je vais développer epsilon au carré. Alors, si mon epsilon, c'est tout ça, effectivement, je vois qu'en développant ce carré-là, j'aurai un terme L sur R au carré avec cos carré θ, ce qui fait que je n'ai pas le droit, en fait, de garder le terme en L carré sur R carré, simplement en multipliant par moins 1,5, parce qu'il est faux. Il faudrait poursuivre le développement limité à l'ordre 2 pour garder tous les termes en L carré sur R carré. Bon, c'est un petit peu subtil, mais bon, voilà, on voit qu'on va arrêter le développement limité à l'ordre 1 en L sur R en espérant, et ça c'est bien sûr a posteriori qu'on le verra, que dans la soustraction ici, on n'aura pas été obligé d'aller plus loin. Parfois, voilà, quand on fait un développement limité comme ça, il y a une soustraction. On ne sait pas trop jusqu'à quel ordre il faut qu'on aille pour que dans la soustraction, il nous reste quelque chose. On va voir que d'aller à l'ordre 1 en L sur R, ça suffit. Donc ça, c'est environ égal donc à 1 sur R, donc plus L sur 2R carré fois cos θ. Alors, le développement limité de 1 sur NM se fait exactement de la même façon. Donc ça va faire 1 sur NO plus OM à la puissance, donc au carré, donc le carré scalaire à la puissance moins 1,5. Alors je t'invite à le faire, tu vas t'apercevoir que le seul changement qu'il y a ici, c'est que ici au lieu d'avoir un moins, on a un plus, parce que quand on fait le produit scalaire ON scalaire OM, l'angle ici c'est pi moins θ. Or cosinus de pi moins θ, c'est moins cos θ. Donc ça change le signe. Donc ça fait environ 1 sur R, facteur de 1 moins. Donc partout les signes vont changer. L sur 2R
fois cos θ, plus un petit taux de L sur R que je n'écris pas. Et donc dans la soustraction, on a le potentiel créé par le dipôle électrostatique, donc à l'ordre 1 dans l'approximation dipolaire en L sur R. Donc ça fait Q sur 4pi epsilon 0. Donc quand je soustrais les deux, les termes d'ordre 0 là, vont se simplifier. Il va rester ces deux termes-là, hein, grâce au signe moins qui est là. Et donc on va avoir donc L sur R carré, on a deux fois le même terme, fois cos θ. Et donc, Q fois L, on reconnaît ici la norme du moment dipolaire. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on pose P égale Q fois Nm. Donc V, c'est donc P cos θ sur 4pi epsilon 0 R carré. Voilà une formule très connue que je te conseille de savoir par cœur parce qu'à partir d'elle, tu peux retrouver le champ créé par le dipôle en prenant moins gradient de V comme on va le voir tout de suite. Alors, quelques remarques à faire. C'est que ce potentiel décroît en 1 sur R carré à comparer avec le potentiel d'une charge ponctuelle qui décroissait en 1 sur R, en 1 sur la distance à la charge. Donc, il décroît beaucoup plus vite. Et le champ, on va voir aussi, va décroître forcément lui aussi plus vite que le champ d'une charge ponctuelle. Alors, on peut réécrire ça aussi sous la forme d'un produit scalaire parce que P, le moment dipolaire, donc bien évidemment, il est donc porté par l'axe Z. Donc, P cos θ, c'est aussi le produit scalaire P scalaire UR, le vecteur unitaire des sphériques, UR dirigé de O vers M. Hein, les deux vecteurs font entre eux un angle θ. Donc on peut l'écrire comme ça également. Voilà, P scalaire UR sur 4pi epsilon 0 R carré. Et il y a même certaines personnes qui l'écrivent comme ça. P scalaire R, donc le vecteur R, ce serait le vecteur OM, sur 4pi epsilon 0 R au cube. Donc ça, c'est ce qu'on aime bien, c'est ce qu'on appelle aussi une forme intrinsèque. C'est-à-dire qu'a priori, on voit que ça ne dépend, le vecteur R, ça repère la position du point d'observation par rapport au centre du dipôle. Et donc, c'est un peu indépendant du choix du système de coordonnées. Et voilà, donc on aime bien ces formulations intrinsèques quand on peut les écrire comme ça, c'est bien. Alors attention, on a divisé par R cube parce qu'en haut, on a mis le vecteur R. Donc quand on prend en norme, quand on effectue le produit scalaire, bien évidemment, V, il est bien en 1 sur R carré. Hein, parce qu'en fait, on aura un R au numérateur quand on effectue le produit scalaire. Donc voilà, ces trois formes du potentiel, ce sont les mêmes. Alors maintenant, grâce à ça, eh bien, on va voir qu'on peut calculer le champ électrostatique, étudier les lignes de champ, et même aussi, grâce à cette formule-là, on a les surfaces équipotentielles. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors on sait qu'on peut passer du potentiel au champ. Le potentiel est un scalaire. Le champ est un vecteur, E est égal à moins gradient V en électrostatique, hein, ça c'est parce que rotationnel de E est égal à 0, c'est l'équation de Maxwell-Faraday en régime indépendant du temps. Donc, alors, peut-être quelques considérations de symétrie avant de se lancer dans le calcul du champ. On constate que le plan OM-OZ est un plan de symétrie pour les charges, hein, puisqu'il contient les deux charges. Donc c'est un plan de symétrie. On a un plan de symétrie de la distribution de charges qui passe par M. C'est le plan donc M, UR, Uθ. Donc on sait que le champ E va appartenir à ce plan qui passe par M. Hein, puisqu'on sait qu'un champ électrique appartient à tout plan de symétrie de ces sources. Donc ça c'est important à remarquer parce que très souvent quand on étudie le dipôle, alors on le couche horizontalement comme ça arrive très fréquemment. On met le point M dans l'espace et en fait on travaille en coordonnées polaires. C'est-à-dire qu'en fait l'angle θ ayant couché l'axe Z comme ça, on voit que l'angle θ devient l'angle polaire par rapport à l'axe Z, donc considéré comme un axe polaire. Et c'est vrai que quand on regarde ce dessin, puisque tout est à symétrie de révolution autour de l'axe Z, on peut se placer dans ce plan. Le champ est contenu dans ce plan. Il n'y a pas de coordonnées du vecteur du champ électrique suivant le vecteur UφI des sphériques.
Donc ça, parfois, c'est ce qu'on appelle aussi les coordonnées polaires dégénérées. Dégénérées dans ce plan, les coordonnées sphériques deviennent des coordonnées polaires dans le plan O, M, UR, Uθ. Voilà, donc tout ça, c'est pour dire que on ne va pas être étonné qu'en prenant le gradient en sphérique, le champ n'ait pas de coordonnées selon le vecteur UφI, mais reste dans le plan O, M, UR, Uθ. Donc, alors, les coordonnées du gradient en sphérique, donc, eh bien, ça ressemble, les deux premières coordonnées ressemblent donc aux coordonnées en polaire, puisque ça fait moins dv sur dr, donc on a v ici, p cos θ sur 4pi epsilon 0 r carré, donc on a r à la puissance moins 2, mais avec le moins, donc ça fait 2p cos θ sur 4pi epsilon 0 r au cube, donc moins 1 sur r dv sur dθ, et donc là aussi on voit que même en sphérique, en fait, quand on réinterprète ça en polaire, eh bien ce sont les mêmes formules que celles qu'on utilise directement pour les coordonnées polaires pour le gradient. Donc là, on dérive par rapport à θ, donc cos θ, ça fait moins sin θ, mais il y a le moins devant, et on n'oublie pas de diviser par r. Donc ça fait p sinus θ sur 4pi epsilon 0 r au cube, et puis normalement, donc là voilà, on est dans la base UR Uθ, et le champ n'a de coordonnées que selon ces deux vecteurs, et donc il n'y a pas de coordonnées donc, selon Eφ. Normalement, c'est moins 1 sur r sinus θ dv sur dφ, et bien sûr, ça fait 0 puisque v ne dépend pas de φ, comme on vient de le dire. Donc voilà les deux coordonnées suivant UR et Uθ du champ électrostatique créé par le dipôle dans l'approximation dipolaire à grande distance. Alors, bien sûr, ce qui suit très souvent cette étude, c'est l'étude des lignes de champ, l'étude donc aussi des surfaces équipotentielles. Alors, ce sont en fait des courbes en coordonnées, des courbes en polaire, c'est-à-dire quand on donne l'équation de ces lignes de champ, eh bien c'est R en fonction de θ, et des équipotentiels, c'est aussi R en fonction de θ. Par exemple, si on dit que V, donc les équipotentiels, donc c'est que V est une constante V0, donc V vaut P cos θ sur 4pi epsilon 0 r carré, donc ça nous fait du R est égal à une constante K fois racine de valeur absolue de cos θ. Donc ça nous donne des courbes en polaire. Alors maintenant en prépa, je crois qu'on n'étudie plus les courbes en polaire, on étudie encore les courbes paramétrées, mais on n'étudie plus les courbes en polaire. Donc pour tracer les équipotentiels, on va utiliser la propriété très connue que les équipotentiels sont perpendiculaires donc aux lignes de champ. Alors ça par contre c'est une propriété importante, donc on va le voir sur le dessin, les équipotentiels sont perpendiculaires aux lignes de champ. Pour avoir une idée de l'allure des lignes de champ, alors là c'est pareil, on pourrait calculer l'équation polaire des lignes de champ en utilisant la propriété que dl vectoriel E pour les lignes de champ est nul, puisque les lignes de champ, le déplacement élémentaire est tangent au champ électrique, ou plutôt le champ électrique est tangent aux lignes de champ. Donc ce produit vectoriel est nul, les deux vecteurs étant collinaires. C'est comme ça qu'on établit un système d'équations différentielles, y compris en coordonnées polaires, enfin, qu'il faut replonger dans les sphériques en 3D pour faire le produit vectoriel. C'est comme ça qu'on va trouver l'équation des lignes de champ, mais on ne va pas faire comme ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser ces formules-là et on va se placer un petit peu à des positions particulières pour voir comment se placent les lignes de champ du dipôle. Alors le dipôle, je vais le remettre vertical, donc l'axe Z est vertical ici. Et on va prendre la position de 4 points pour voir un peu comment se servir concrètement de ces formules. 4 points, donc ici on aurait θ égale 0, ici on a θ est égal à pi sur 2, puisque je te rappelle que l'angle θ c'est ça. Donc ici on aurait θ est égal à pi. Alors en toute rigueur, θ ne peut varier qu'entre 0 et pi en coordonnées sphériques. Donc on peut utiliser des propriétés de symétrie après de l'autre côté pour aller voir là, mais en fait ça donne le même résultat que si on fait varier θ entre
0 et 2 pi. Donc, allez, je vais prendre une petite liberté. On va dire que θ vaut 3 pi sur 2. Ça va bien marcher aussi, donc, pour trouver la position du champ électrique. Alors, le vecteur ER, Eθ. Donc, première difficulté, c'est déjà dessiner la base locale des coordonnées polaires, hein, puisque maintenant on se place dans le plan. Alors voilà, Eθ, il est vers le bas, hein, parce qu'il faut le faire tourner dans le sens direct par rapport à θ. Donc, le vecteur ER, vecteur unitaire du centre du dipôle vers le point d'observation, et il faut tourner dans le sens direct. Donc, le vecteur Eθ, il est comme ça, vecteur ER, vecteur Eθ. Voilà, on n'a pas le choix, hein, de l'orientation du vecteur Eθ. Il faut tourner dans le sens direct par rapport à ER. Voilà. Donc déjà, la base locale. Et donc maintenant, il suffit de prendre les formules qui sont là et de faire θ égale 0, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2 ou moins pi sur 2, pour trouver les coordonnées du champ dans cette base locale et le dessiner correctement. Donc, allez, on fait un petit cercle trigo, ça sert toujours. Donc, quand θ vaut 0, cosinus vaut 1 et sinus vaut 0, donc le champ est positif sur ER. Donc, le champ électrique est comme ça, en ce point. Quand θ vaut pi sur 2, cosinus vaut 0, sinus vaut 1. Donc le champ est suivant Eθ, ici vers le bas. Quand θ vaut pi, donc cosinus vaut moins 1 et sinus vaut 0. Donc le champ est suivant moins ER, donc il est comme ça. Quand θ vaut 3 pi sur 2, donc cosinus vaut 0 et sinus vaut moins 1. Donc le champ est suivant moins Eθ, donc il va être comme ça. Donc voilà déjà l'allure en 4 positions particulières du champ électrostatique. Alors en fait, voilà, tout ça va être compatible avec l'allure des lignes de champ. Donc les lignes de champ, en fait, elles sont comme ça. Et elles sont orientées dans ce sens. Ça fait un peu comme des oreilles autour du point P. Donc on a une ligne de champ rectiligne qui est l'axe Z, elle est un peu particulière. Donc, mais sinon, voilà l'allure des lignes de champ du dipôle. Voilà, ici. Alors bien sûr, on n'oublie pas qu'on n'a pas le droit d'aller regarder trop près des sources. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que tout ce qu'on a établi là n'est vrai que tant que R est très grand devant petit l. Si on regarde trop près, ça ne marche pas. Alors, on pourrait quand même se poser la question, mais comment sont les lignes de champ au voisinage des sources? Alors ça, est-ce que c'est compatible avec l'allure des lignes de champ qu'on a là et leur orientation? Bien sûr, la réponse est oui. Puisque ici on a une charge positive en P, je reviens au modèle du doublet. Donc là je sors de l'approximation dipolaire et je zoome. Et je sais qu'au voisinage d'une charge ponctuelle, les lignes de champ sont toujours radiales. Et donc pour une charge ponctuelle positive, elles sont centrifuges. Et pour une charge ponctuelle négative, elles sont centripètes. Elles sont dirigées vers la charge. Et donc effectivement, les lignes de champ partent de la charge positive radialement pour aboutir comme ça. Et plus on s'éloigne, eh bien on se place dans l'approximation dipolaire à partir du moment où on va se placer loin et elles sont orientées de la charge positive vers la charge négative. Donc ces deux points sont des points singuliers, comme on dit, c'est-à-dire ce sont des points pour lesquels le champ n'est pas défini. Et le champ diverge à partir de ces sources. Divergence de E égale à ρ sur epsilon 0. Donc là, on est sorti de l'approximation dipolaire. Le calcul qu'on a fait là ne nous permet pas de nous approcher aussi près des charges ponctuelles, mais voilà, nous on a cette allure-là. Et puis, les équipotentiels sont perpendiculaires aux lignes de champ. Alors, on pourrait démontrer qu'effectivement, donc les surfaces équipotentielles, ça forme un peu des lobes comme ça, qui sont à chaque intersection avec une ligne de champ, perpendiculaires avec donc les lignes de champ. Alors, pourquoi cette allure-là?
eh bien, c'est l'allure de cette courbe en polaire, évidemment. Alors ça, voilà, on ne les étudie plus, mais on peut deviner. Par contre, ce qui me paraît plus important, c'est peut-être de redémontrer, parce que ça, quand je le demande aux étudiants, c'est souvent très mal fait, pourquoi est-ce qu'une surface équipotentielle est perpendiculaire à une ligne de champ? Voilà une propriété générale qui est vraie aussi, par exemple, pour les forces conservatives, qui sont perpendiculaires aux surfaces équipotentielles, et de manière générale, un gradient d'un champ scalaire est toujours perpendiculaire aux surfaces équi ce champ scalaire. Donc ça, c'est une propriété très générale qu'il est bon que tu connaisses. Alors d'où ça sort ça? Eh bien, pourquoi les surfaces équipotentielles de façon générale, donc là je dessine une surface équipotentielle, le champ va être perpendiculaire. Alors pourquoi ça? Eh bien parce que si on prend deux points qui sont très proches sur la surface équipotentielle, donc on pourrait dire que voilà, ils sont distants d'un vecteur élémentaire dl, d'un déplacement élémentaire. Et donc, on peut relier ça donc, à la différentielle de V. Tu sais que la différentielle de V, en fait, ça peut représenter la petite variation du potentiel entre ces deux points qui se situent sur la même surface équipotentielle, du moment qu'ils sont infiniment proches. Mais la différentielle de V, c'est aussi, d'après la définition du gradient V scalaire dl. C'est presque la définition du gradient. Or, gradient V, c'est moins E. Donc ça fait moins E scalaire dl. Or, l'hypothèse, c'est que M et M' ont été choisis sur la même équipotentielle. Donc cette différence est nulle. Et donc on voit que E scalaire dl est égal à 0. Ça veut dire que ces deux vecteurs sont perpendiculaires entre eux. Et on peut faire ça en fixant le point M et en faisant bouger le point M' autour de M dans toutes les directions. Donc on voit bien que ça signifie bien que le vecteur E est perpendiculaire à la surface équipotentielle, donc qui contenait les points M et M'. Donc voilà pourquoi le champ E est perpendiculaire à toute surface équipotentielle. Et voilà pourquoi les lignes de champ, quand elles coupent une surface équipotentielle, donc tout ça est à symétrie de révolution autour de Z, eh bien elles sont perpendiculaires aux lignes de champ, les surfaces équipotentielles. Voilà, donc ça c'est l'étude du ce qu'on appelle le dipôle actif. Donc on retient qu'il varie en 1 sur R3, donc il décroît plus rapidement que le champ d'une charge ponctuelle qui décroît en 1 sur R carré, Q sur 4 epsilon 0 R carré. En norme, le champ créé par une charge ponctuelle, donc là c'est un peu normal. Le potentiel était en 1 sur R carré et le champ est en 1 sur R cube. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien en fait pas grand-chose. L'application du théorème de superposition au tout début pour calculer le potentiel dans l'approximation dipolaire, peut-être retenir l'astuce du carré scalaire avec la relation de Schall, introduire l'origine du repère, et puis ensuite le fait voilà, que dans les développements limités, il ne faut pas le poursuivre trop loin. En L sur R, ça suffit, à l'ordre 1, en L sur R, ça suffit pour trouver le potentiel du dipôle. Moi, je t'encourage quand même à connaître la formule du potentiel. P cos θ sur 4 pi epsilon 0 R carré, voilà, ça doit faire partie de tes petites relations que tu connais. Et tu en déduis le champ. Par contre, n'apprends pas par cœur le champ, tu le retrouves par le gradient. Alors, il faut que tu connaisses les coordonnées du gradient, mais ça, je pense que tu connais. dv sur dr, 1 sur r dv sur dθ. Et puis, voilà, et le reste s'en déduit. L'allure des lignes de champ et des surfaces équipotentielles qui sont perpendiculaires aux lignes de champ. Donc, tout ça, après, va trouver des applications, évidemment, à chaque fois qu'on va utiliser le champ créé par un dipôle qui peut agir, par exemple, sur un autre dipôle pour calculer des forces de Van der Waals. Voilà, on se retrouve dans une troisième vidéo donc pour parler du dipôle passif, donc c'est-à-dire maintenant les forces qui s'exercent sur un dipôle dans un champ uniforme, dans un champ non uniforme. Et on parlera très certainement aussi de polarisabilité et d'atome de Thomson, le modèle de l'atome de Thomson, la polarisabilité de l'atome de Thomson, un modèle qui historiquement a joué un rôle important et qui nous montre voilà, que cette polarisabilité est proportionnelle à un volume de l'ordre du volume de l'atome ou de la molécule. On verra ça dans la prochaine vidéo. Voilà, à très bientôt.